Bonjour à toutes et à tous. Donc là, on va parler un petit peu de la crise énergétique, son origine, vers quoi on se dirige et comment on peut y faire face dans les prochaines années à différents horizons de temps. En fait, la crise énergétique actuelle, c'est à l'origine une crise du gaz. Cette crise du gaz a des racines assez profondes. En fait, elle n'a pas commencé il y a un an. Elle commence en gros il y a une vingtaine d'années avec le début du déclin des extractions gazières européennes. Donc, ce que vous voyez sur ce graphique, en orange, ce sont les extractions gazières européennes. En bleu, c'est la consommation. Évidemment, tout ce qu'on n'extrait pas, on doit l'importer. Alors, vous voyez un déclin de la consommation de gaz entre 2008 et 2014, en gros, parce qu'à cette époque-là, les contrats gaziers étaient indexés sur le prix du pétrole. Le prix du pétrole était très élevé, donc ça a incité les gens à consommer moins de gaz. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Déjà, le prix du gaz s'est effondré en 2014-2015 et les contrats sont de moins en moins indexés sur celui du pétrole. Donc, la consommation gazière en Europe est repartie à la hausse. Et en fait, cette dépendance croissante aux importations, du fait du déclin des extractions européennes et de la stabilisation, voire croissante de la consommation, elle se fait au profit du gaz importé de Russie. C'est ce que vous voyez en bleu foncé en bas. Donc on est structurellement de plus en plus dépendant de la Russie. Et du GNL. Le GNL, c'est l'autre moyen de transporter du gaz. Il y a deux moyens. Le gazoduc, c'est un tuyau. Et le GNL, vous liquéfiez du gaz et vous l'importez par navire depuis des pays éloignés. L'avantage du GNL, c'est que ça permet de se fournir auprès de pays qui peuvent être très éloignés. Par exemple, les États-Unis avec du gaz de schiste, le Qatar, etc. Le problème, c'est que d'autres pays peuvent vouloir ce gaz, notamment la Chine où la consommation de gaz augmente très fortement. Et en fait, il y a une vraie compétition entre l'Europe et la Chine pour les cargaisons de GNL. Et cette compétition était remportée haut la main par la Chine jusque l'an dernier parce que la Chine était prête à payer plus cher pour son gaz. Donc, si on regarde ce graphique, ce qu'on voit, c'est qu'on est de plus en plus dépendant de la Russie, avec les enjeux géopolitiques que ça entraîne, et on est de plus en plus dépendant du GNL, pour lequel il y a une vraie question sur notre capacité à importer des volumes importants à un coût acceptable, non pas par manque d'infrastructures, des ports méthaniers, on en a, mais parce qu'il y a une compétition pour ces ressources. Alors en fait, au-delà du gaz qui nous affecte aujourd'hui, il y a aussi un problème qui va arriver sur le pétrole dans les prochaines années. Ici, alors le graphique n'est pas forcément très lisible à gauche, mais on va le voir ensemble. Ce graphique vous montre les découvertes de pétrole plus gaz confondus au niveau mondial ces dernières années. Alors l'unité, c'est le milliard de barils équivalent pétrole. C'est une unité d'énergie qui permet d'additionner des quantités de gaz à des quantités de pétrole. Donc on regarde le contenu énergétique des deux, on l'additionne. En moyenne, le monde consomme 58 milliards de barils équivalent pétrole tous les ans. Et on voit ici, encadré en rouge, ce qu'on a découvert ces dernières années. L'an dernier, en 2021, on a découvert 4,7 milliards de barils équivalent pétrole de pétrole plus gaz. C'est-à-dire même pas 10% de ce qu'on a consommé cette année-là. Alors, même si c'était particulièrement faible en 2021, vous pouvez voir que les années précédentes, alors c'était un petit peu plus élevé, mais très très en deçà de ce qu'on consomme. 12,5 en 2020, 15,8 en 2019, etc. Et même en 2015, où on était encore sur une trajectoire de découverte assez importante, parce qu'entre 2008 et 2014, le prix du baril était très élevé, il y a eu des investissements massifs dans l'amont de l'industrie pétro-gazière. Même cette année-là, les découvertes ne se sont élevées qu'à 20 milliards de barils équivalent pétrole. Donc c'est-à-dire environ un tiers de ce qu'on a consommé cette année-là. Donc en fait, on se dirige vers une triple crise qui est une crise aujourd'hui gazière, probablement durable, essentiellement à l'échelle européenne, une crise pétrolière qui, elle, va arriver dans les prochaines années et qui est à l'échelle mondiale, et aussi une crise électrique parce que l'électricité, son prix dépend du prix du gaz, qui est la dernière, les centrales à gaz sont les dernières appelées sur le réseau et font le prix de marché. Et en plus de ce problème de marché, un certain nombre de pays, pour ne pas dire tous les pays d'Europe de l'Ouest, réduisent leurs capacités pilotables, celles qui sont disponibles à la demande. Certains sortent du nucléaire, d'autres sortent du charbon, tous en s'appuyant davantage sur leurs voisins, mais à partir d'un moment, ça risque de ne plus passer et donc on a des risques sur l'approvisionnement électrique. Alors, à partir de là, il va falloir envisager des solutions à 3 échelles de temps. La première échelle de temps, c'est le court terme, c'est-à-dire d'ici 2-3 ans. Ce qu'on va pouvoir faire en 2-3 ans est très limité. En gros, on va pouvoir s'appuyer sur de la sobriété, c'est-à-dire consommer moins pour choisir les usages qu'on veut prioriser.
C'est-à-dire que si on veut éviter, par exemple, que la SNCF mette moins de trains sur les voies parce qu'elle n'arrive pas à payer sa facture énergétique, il va falloir choisir de tailler dans d'autres usages de l'énergie pour préserver, par exemple, la capacité à faire rouler des trains. C'est qu'un exemple. C'est qu'un exemple, mais un exemple avec quand même une arrière-pensée. Au printemps dernier, la régie de transport madrilène a annoncé réduire de 10% la fréquence de ces trains parce que leur facture électrique est passée de 120 000 euros par jour à 800 000 euros par jour et ils n'arrivaient pas à tenir. Donc en fait, ce que je veux dire par là, c'est que si on ne gère pas par de la sobriété le déclin de la consommation énergétique, qui est imposé de toute façon par des questions d'offres, ce déclin va se faire par le marché. Et on va perdre comme ça des pans de l'économie, c'est-à-dire qu'il y a des industries qui mettent la clé sous la porte, notamment celles qui sont intensives en énergie, la production d'engrais, ce qui a des conséquences sur le prix des céréales, donc sur la capacité de certains États à s'alimenter, donc sur le contexte sécuritaire, les industries qui produisent des matériaux, ce qui a des impacts sur les énergies renouvelables, donc tous les composants en fait pour les énergies renouvelables, sur les batteries, sur les matériaux de rénovation. Et donc il va falloir comme ça arbitrer. Pour la sobriété, il y a deux leviers, à la fois sensibiliser la population et les entreprises aux besoins de sobriété. Pour la population, ça va être essentiellement de l'incitation. Par contre, pour les entreprises, on peut avoir de la réglementation. Par exemple, imposer de ne pas chauffer à plus de 19 degrés les bâtiments professionnels. Par contre, ça nécessite d'avoir des contrôles. Par exemple, les terrasses chauffées sont interdites en France. Par contre, vous en avez encore parce qu'il n'y a pas de contrôle. Donc, si on veut avoir des gains, il ne suffit pas de réglementer. Il va falloir le faire, mais il faut aussi faire respecter ces réglementations. À court terme, ce sont à peu près les seuls leviers sur lesquels on va pouvoir jouer, avec également la flexibilisation des usages. C'est-à-dire expliquer aux gens qu'il faut consommer à certains moments plutôt qu'à d'autres pour pouvoir profiter des énergies bas carbone quand elles sont disponibles pour utiliser, à contrario, moins d'énergie fossile quand il y a moins de vent, moins de soleil par exemple, et accélérer les projets ENR qui sont déjà lancés parce que bon, on ne va pas pouvoir faire sortir des éoliennes de terre sur des projets qui n'existent pas en 2-3 ans. Par contre, pour les projets qui sont déjà lancés, il y a moyen d'accélérer. Pareil pour le biogaz, etc. Moyen terme, c'est-à-dire jusqu'à une dizaine d'années, là on a un petit peu plus de levier, on va pouvoir accélérer l'isolation du bâti, même si on ne va pas résoudre tout le sujet en 10 ans. Lancer un plan de sortie des chaudières à fioul aussi, en ne les remplaçant pas par du gaz évidemment. Développer les énergies renouvelables, donc quand je dis énergie renouvelable, c'est pas que éolien et solaire, même s'il faut les développer, mais aussi toutes les énergies bas carbone thermiques, que ce soit la géothermie, le solaire thermique, le biogaz, extrêmement important le biogaz, et organiser aussi la flexibilisation d'une manière un petit peu plus coordonnée, un peu plus simple pour la population que ce qu'on peut faire en 2-3 ans. C'est-à-dire en 2-3 ans, on sensibilise la population, n'allumez pas votre machine à laver, etc. à telle heure. Si on a un peu plus de temps, on peut organiser des choses plus intelligentes. Par exemple, vous avez des contrats de chauffage où contre une facture plus faible pour son électricité, le client définit une température de consigne de chauffage basse, une température de consigne de chauffage haute. Il a tant de jours par an, tant de jours en hiver à la consigne basse, tant de jours à la consigne haute. Et ça, après, c'est géré sur signal réseau, donc il n'a rien à faire. La concession en termes de confort est très faible, mais par contre ça permet de soulager le réseau électrique au moment où, pour les jours où c'est le plus tendu. Il y a des choses qui sont faites alors de façon un peu moins subtile au Texas par exemple dans ce sens-là. Donc là il y a des actions réglementaires et des investissements. Et à long terme, il va falloir continuer à développer ce qu'on fait à moyen terme parce qu'on n'aura pas fini de développer les énergies renouvelables, évidemment. Et l'enjeu, ce n'est pas, comme ça a été dit dans la table ronde précédente, de faire des investissements massifs pendant 10 ans après d'abandonner la filière. Il faut plutôt avoir des efforts soutenus pour donner de la visibilité et avoir une filière industrielle dans tous les secteurs de la transition qui va se développer de manière solide et pérenne. Et aussi développer le nucléaire, à la fois pour produire de l'électricité, mais aussi pour produire de la chaleur. Donc là, il y a aussi un enjeu avec des plus petits réacteurs pour faire de la cogénération électricité-chaleur, notamment pour des réseaux de chaleur, pour des villes. Alors le nucléaire, ce n'est pas la seule solution. Encore une fois, il y a la géothermie, il y a de la cogénération industrielle, etc. Si on veut que ça se développe à horizon 10 ans, il ne faut pas se dire, bon, bah voilà, c'est dans 10 ans, donc on prendra la décision dans 7 ans. Non, ce sont des décisions qui doivent être prises maintenant si on veut pouvoir en bénéficier d'ici 10-15 ans. Et donc c'est maintenant qu'il va falloir prendre des décisions à la fois pour le court terme, moyen terme et long terme, mais il ne faut pas que les décisions de court terme préemptent les décisions de moyen terme et long terme qui vont vraiment nous permettre de sortir de cette crise qui est encore une fois une crise structurelle. C'est pas juste une crise qui va durer 2-3 ans et puis après on revient à la situation qu'on a connue dans les 10 dernières années.
Donc voilà, c'était court, mais j'ai pas osé le dire. Merci Maxence. Venez, installez-vous, comme ça on va pouvoir prendre quelques questions de la salle. Donc voilà, donc c'est un exposé très très intéressant et très intense, beaucoup d'informations dedans. Et peut-être en attendant, je vais voir si vous avez une question, levez la main, vous avez des micros dans la salle. Peut-être juste expliquer, parce que souvent quand on parle de transition énergétique, Maxence, pour pas mal de personnes, c'est encore abstrait de vers où on veut tendre. On veut tendre vers du 100% renouvelable. Comment est-ce que vous pouvez définir cette transition peut-être pour ceux qui se posent encore des questions? Vers où on veut tendre? C'est une bonne question. Il y a un vrai travers en fait dans cette question parce qu'on veut transitionner souvent en oubliant l'objectif de la transition. Or, si vous prenez votre voiture pour aller en vacances mais que vous ne savez pas du tout où vous voulez aller sur l'autoroute c'est sympa, mais bon, c'est pas une fin en soi. En fait, la transition énergétique, le but c'est de répondre à la double contrainte carbone, réchauffement climatique causé par l'accumulation dans l'atmosphère des gaz à effet de serre principalement émis par les combustibles fossiles, et anticiper l'épuisement des combustibles fossiles pour préserver le plus possible les services rendus, le cœur des services rendus aujourd'hui par les combustibles fossiles. Donc ça va nécessiter de faire appel à un certain nombre d'outils, que ce soit les énergies renouvelables, l'énergie nucléaire, l'efficacité énergétique, la sobriété énergétique, la flexibilisation des usages. Les énergies renouvelables, ce n'est qu'un outil. Donc le but, c'est pas d'aller vers 100% renouvelable. Les énergies renouvelables, c'est un outil qui a ses limites, ses avantages, son potentiel dans différents usages, comme le nucléaire là, comme l'efficacité. Et voir dans un moyen une finalité, ça peut être extrêmement dangereux. Par exemple, si dans le bâtiment on se dit l'efficacité c'est une finalité, dans ce cas-là on peut remplacer du chauffage électrique par du chauffage à gaz, on améliore l'efficacité, par contre on dégrade les émissions de gaz à effet de serre. Si on remplace une centrale nucléaire par une centrale à gaz, on améliore l'efficacité, on dégrade les émissions. Donc l'efficacité c'est un outil très utile dans certains cas. Par contre, il faut toujours garder à l'esprit que la finalité c'est réduire la consommation de combustibles fossiles et réduire les émissions de gaz à effet de serre. Merci Maxence. Je ne sais pas si on a des questions dans la salle. Oui. Alors, le micro. Oui. Allez-y. Vous m'entendez bien? Ok. Ah là, ça marche. Merci. Merci pour cet exposé. Moi, j'avais quand même une petite remarque sur le GNL via les gazoducs, sur l'énergie d'extraction et de transport, comme c'est pas comparable, parce que le GNL est beaucoup plus polluant, donc il faudrait quand même analyser en ton équivalent, y compris l'énergie grise d'extraction et de transport. Après, j'avais une remarque aussi sur les passoires énergétiques, sur aussi la présentation. Il y a une carte de Paris qui a été sortie récemment sur les zones énergivores, et effectivement, c'est plutôt les quartiers ouest parisiens, très commerciaux, plutôt résidentiels élevés, qui sont très énergivores. Donc l'action, elle est socialement sur les passoires énergétiques pour le confort des populations en précarité énergétique, mais sur le gain d'énergie au niveau national, il y a une grosse énergie à mettre sur les zones énergivores commerciales, bureaux et résidentiels aisés, je pense. Et un autre, oui, il n'y a pas que la polémique sur les jets privés, les yachts et les bateaux de croisière, mais c'est sur la population aisée, les entreprises à fort revenu qu'il faut porter l'action. Et après, sur les types d'énergie, il me semble étonnant alors je ne suis pas spécialiste dans le domaine, mais on parle très peu de géothermie. Il faut savoir qu'en région parisienne, depuis 30 ans ou plus, la ville de Meaux, qui n'est pas volcanique, produit de l'électricité avec des turbines à base de géothermie. La ville d'Ivry, qui est pas loin d'ici, le fait aussi. Donc il me semble que sur le territoire national, on pourrait répandre la géothermie à grande échelle et ça créerait de l'emploi pour le BTP en extraction, des emplois non délocalisables en forage et en mécanique simple, qui utilise très peu de matériaux d'extraction importés d'Afrique ou d'autres pays qui nécessitent un investissement militaire et géopolitique. Donc voilà, c'est ces questions que j'aimerais bien qu'on voit un peu plus développées. Bon, il y a beaucoup d'éléments, Maxence. Oui, alors sur le GNL, oui, vous avez raison sur l'impact. Là, je parlais vraiment juste enfin, factuellement, on est de plus en plus dépendant de la Russie et du GNL, et c'était pour dire qu'il ne faut pas compter durablement sur le gaz, un gaz abondant bon marché en Europe, parce que probablement que le gaz abondant bon marché il est plutôt derrière nous. Sur la géothermie, vous avez tout à fait raison. En fait, j'en ai parlé dans la présentation. C'est l'un des leviers pour décarboner le chauffage, notamment via des réseaux
de chaleur. Alors ça amène aussi une autre question. Dans la décarbonation du chauffage, il y a tout un enjeu aussi pour personnaliser les factures. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui peuvent se retrouver aujourd'hui avec le couteau sur la gorge. Quand vous avez du chauffage collectif, vous n'avez aucun contrôle sur votre facture de chauffage. Et si la résidence décide de chauffer d'octobre à mai à 25 degrés, et de toute façon le chauffage n'est pas forcément uniforme dans la résidence, donc vous en avez qui seront à 18 degrés et d'autres qui seront à 25-26 degrés, vous pouvez vous retrouver avec des factures qui s'envolent et sans la possibilité technique de faire des économies. Donc il y a vraiment un enjeu aussi qui est loin d'être évident à surmonter pour faire ça. Pour répondre à votre deuxième question, c'est la question intermédiaire sur les économies, il y a plusieurs leviers à activer. Déjà, sensibiliser la population pour lui expliquer les enjeux. Pour qu'elle comprenne pourquoi il est important de faire des économies. Ensuite, lui expliquer quelles sont les bonnes économies à faire, c'est-à-dire éteindre la lumière quand on quitte une pièce, c'est bien, mais c'est pas ça qui va changer la donne. En fait, il y a des économies qui sont quand même plus importantes à faire. Et ensuite, montrer l'exemple pour éviter de démoraliser la population, parce que si des gens font des efforts et acceptent d'avoir froid l'hiver pour un effort collectif citoyen, il ne faut pas qu'ils voient des panneaux publicitaires à écran qui sont allumés dans la rue, des frigos s'emportent dans les magasins, etc. Même si à l'échelle nationale ça ne consomme pas énormément, c'est quand même très démotivant de voir des gaspillages outranciers d'énergie quand on fait soi-même des efforts. Donc il y a vraiment cet exemple à avoir. Et après, pour les questions d'équité, on peut envisager différentes choses. Par exemple, des tarifs progressifs avec l'abonnement au contrat électrique, par exemple, qui pourrait diluer dans le prix du kilowattheure, ce qui permettrait d'avoir pour les petits consommateurs un kilo de l'électricité qui coûte moins cher, et plus vous consommez, plus ça coûte cher. Il y a aussi plutôt que de geler les prix de l'énergie, alors ce qu'on peut faire à partir d'un certain niveau, mais il faudrait laisser quand même les prix de l'énergie augmenter en partie pour donner une incitation à économiser, quitte à compenser pour les ménages les plus fragiles de façon progressive, à la fois en termes de revenus et en termes de consommation, via des chèques énergie. C'est-à-dire que les gens sont toujours capables de payer leur facture d'énergie. Par contre, ils ont une incitation à réduire leur consommation parce qu'ils peuvent marger sur l'écart entre la diminution de leur consommation et le chèque énergie. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important. Garder cette incitation à faire des économies d'énergie, parce que si on soutient la demande face à un choc d'offre, on aggrave la crise et en plus, on réduit les moyens de l'État pour investir dans les solutions pérennes qui sont la réduction de la consommation des combustibles fossiles. Un complément important, excusez-moi que j'ai oublié, sur le marché spot. Donc, je ne suis pas spécialiste de l'énergie, mais apparemment, les contraintes, le système régulé du marché européen impose aux États membres un prix spot à 640 € le mégawattheure d'électricité. Et des États justement comme l'Espagne et le Portugal dont vous avez parlé, qui ont dû réduire leur nombre de trains à cause de la facture énergétique, en sont sortis. Aujourd'hui, le pays à 115 € le mégawattheure, donc 6 fois moins cher quasiment. Et donc, j'imagine que cette manne financière qui est incitative à descendre la consommation d'énergie, donc c'est plutôt bien. Elle profite aujourd'hui à des marchés spéculatifs qui alimentent des fonds de pension certainement anglo-saxons ou des paradis fiscaux, donc de l'argent en dormant. Et plutôt que cet argent, par l'Union européenne, finance ces marchés spéculatifs, il pourrait être récupéré justement pour financer la transition énergétique dont on dit qu'on a un problème de financement. Ce qu'on a vu dans les précédentes présentations. Donc, il y a une interrogation qui se pose. Pourquoi cet argent, ces 500 € du mégawattheure sur le marché spot? Alors peut-être qu'en moyenne, on n'arrive pas à ce taux-là, mais il y a quand même une manne financière considérable, spéculative, qui s'en dégage. Pourquoi cet argent, justement, ne serait pas utilisé par des politiques publiques conscientes et démocratiques pour financer la transition? Merci pour votre question. On n'a plus beaucoup de temps, donc on laisse répondre. Merci. Ouais. Alors, il y a pas mal de réflexions au niveau européen pour justement capter cette manne. Il y a certains États qui ont mis en place des choses. Alors, il y a quand même pas mal de limites au mécanisme ibérique. Donc, l'Espagne et le Portugal ont réduit le prix de l'électricité en sortant les dernières capacités appelées. En fait, le prix n'est plus calculé en Espagne sur les coûts variables des dernières centrales appelées qui sont des centrales à gaz. Donc, ça a permis de réduire le prix de l'électricité. Par contre, ces centrales à gaz, pour qu'elles produisent, il faut quand même qu'il y ait une compensation. Donc l'État compense et refacture ça aux consommateurs. Donc le prix spot de l'électricité sur les marchés
a été divisé par 2. Par contre, le prix que les gens payent sur les factures n'est que 10% de moins que s'il n'y avait pas le mécanisme, parce qu'ils doivent quand même compenser le prix du gaz. Et en plus, l'Espagne, du coup, vu qu'elle a un spot très faible, exporte énormément d'électricité bon marché à la France, par exemple, électricité subventionnée par le consommateur espagnol. Donc pour nous Français, c'est très bien. Par contre, pour le consommateur espagnol, c'est quand même moins bien. Donc ce mécanisme a pas mal de limites. Là, il y a beaucoup de réflexions, alors qui sont vastes et complexes, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais pour essayer de capter cette manne. Mais de toute façon, le fait est qu'on est passé d'un prix du gaz qu'on achète à l'étranger, qui était à 20-30 euros le mégawattheure avant la crise, à 200 euros aujourd'hui. Donc en fait, ce coût-là, c'est pas tant des fonds de pension que des États étrangers qu'on finance. Là, on finance la guerre de Poutine, on finance le fonds souverain norvégien, on finance la Sonatrach en Algérie, parce qu'on achète du gaz hors de prix. Et là, il y a aussi une responsabilité européenne, parce que quand le gaz était pas cher, on s'est dit on va faire des contrats de long terme indexés sur le spot. Donc on n'a eu aucune vision de long terme. On s'est dit il est pas cher maintenant, il restera pas cher ad vitam aeternam. Donc on a enlevé toutes les sécurités et maintenant on se prend le mur sans avoir de ceinture de sécurité. Ça fait mal. Oui. Merci Maxence. Est-ce que nous avons d'autres questions de la salle? Non. Ah oui, on a une question ici devant. L'énergie pour se chauffer après le gaz, parce qu'il y a tout le remplacement des systèmes de chauffage anticentral qui reste assez fort en France. Dans votre vision, ce serait quel type d'énergie? Alors c'est une bonne question. Il n'y a pas une réponse unique. Je pense que c'était assez bien expliqué dans les tables rondes qui précédaient. Évidemment, la pompe à chaleur aura un rôle majeur à jouer. Les réseaux de chaleur avec différents types d'alimentation, l'isolation pour réduire les besoins. Par contre, je pense qu'il ne faut pas forcément chercher la perfection dès le départ, c'est-à-dire essayer de passer une passoire thermique avec une pompe à chaleur ou une grosse maison avec une pompe à chaleur surdimensionnée qui coûtera une fortune et que peu pourront s'acheter. Ça peut être aussi pertinent d'avoir des systèmes mixtes où vous gardez un chauffage fossile et vous avez une pompe à chaleur qui sera moins grosse, donc moins chère, qui fonctionnera au printemps, à l'automne et l'essentiel du temps. Et pour les jours les plus froids, vous gardez en complément votre chauffage fossile. En fait, il va falloir penser à des systèmes qui seront peut-être pas parfaits en termes d'émissions de gaz à effet de serre, mais qui pour un coût moindre permettront quand même de gagner l'essentiel de capter l'essentiel des gains d'émissions. C'est toujours un peu des lois de Pareto, c'est-à-dire qu'avec 20% des efforts, on peut capter 80% des gains. Donc je pense qu'il faut essayer de réfléchir intelligemment comme ça, avec des budgets limités, des capacités humaines limitées, parce qu'il n'y a pas non plus un nombre infini d'artisans, d'installateurs, etc. Comment capter le maximum de gains le plus rapidement possible? Merci pour la question. Il reste 2 minutes si nous n'avons pas de questions dans la salle. Alors juste peut-être rapidement, Maxence, on parle de construction de bâtiments. Quelles sont les premières actions qui seront importantes et structurantes à mener, en tout cas pour l'industrie, pour réduire la consommation énergétique? Si tu avais quelques clés peut-être pour les acteurs du bâtiment, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'accélérer de manière concrète? En tout cas, eux, qu'est-ce qui est à leur portée de faire de manière simple? Alors je ne suis pas un spécialiste du bâtiment, donc je vais parler avec beaucoup de prudence et j'espère ne pas dire de bêtises. Déjà, je pense que l'enjeu est plutôt dans le bâti existant que dans le neuf, parce que globalement on ajoute 1% les constructions représentent 1% du parc tous les ans, et le taux de renouvellement c'est plutôt du 1 pour 1000. Et donc là, après, tous les enjeux c'est plutôt dans la rénovation. Il faut aussi que ce soit bien fait. Alors je me sens pas suffisamment légitime pour donner des conseils sur comment faire là-dessus. Mais je pense que vraiment le cœur de l'enjeu est plutôt sur la rénovation thermique des bâtiments, que ce soit isolation, changement des modes de chauffage, et avec suffisamment de contrôle pour s'assurer que les travaux apportent vraiment un gain d'efficacité. Merci Maxence. Merci en tout cas. Si vous n'avez pas de questions, écoutez, vous pouvez l'applaudir. Merci. Merci à vous. Merci pour l'exposé. En tout cas, nous, on se retrouve à 14h et on continue avec le sujet. Donc, on va changer de sujet plutôt. On va parler de Web 3.0 et les métaverses. Donc, à 14h. Merci à tous.